Chaque mois, je compose pour les soutiens de ma chaîne une hypnose merveilleuse de douceur. C'est ma manière à moi de les remercier pour leur soutien. Et comme le thème de cette dernière hypnose, une nuit au Louvre, m'a particulièrement touché, j'ai eu envie de la partager exceptionnellement auprès de vous tous pour quelques semaines. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à la partager. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de soutenir mon travail, si vous croyez qu'il a de l'importance, qu'il est tout simplement utile, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre pour découvrir aussi voilà, le soutien que vous pouvez apporter et les petits avantages qui vont avec, petits ou gros, avoir les hypnoses sans pub, les avoir aussi en MP3, avoir une hypnose en live. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça et surtout, bonne hypnose. Il y a de cela 20 ans, j'ai eu la chance exceptionnelle de visiter le Louvre la nuit, d'avoir le grand musée, le musée merveilleux, presque à moi tout seul. Et cette sensation, celle de partager l'intimité des œuvres, de les entendre presque murmurer, cette ambiance douce, sous les étoiles, dans la nuit, le Louvre éclairé et les œuvres lumineuses. Cette impression ne part pas de mon cœur, ni de ma mémoire. Alors c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. Une hypnose dans laquelle vous aurez l'occasion de visiter un endroit merveilleux d'une autre manière, jusqu'au sommeil. Cette hypnose sera très douce et elle commence comme d'habitude par cette simple invitation. Commencez à fixer un point, peu importe lequel, et laissez votre regard doux se poser dessus. Vous n'avez rien à faire, simplement à vous laisser porter par ma voix. Pourquoi commencer à fixer un point? Simplement pour se donner la chance d'un temps hors du monde, ou plutôt commencer à s'abstraire de l'extérieur, et aussi presque de l'esprit conscient. Plus on observe quelque chose, plus le conscient se tait et laisse la place au ressenti de la conscience, d'abord de la pleine conscience. Et ensuite, à mesure que vous allez entrer de plus en plus en vous-même, c'est une transe de plus en plus profonde qui vous amènera dans la douceur de l'hypnose. Ne faites pas d'efforts. Encore une fois, tout se fera tout seul. Il suffit de se laisser porter par la voix. À certains moments, votre esprit divaguera et c'est très bien pour revenir encore davantage dans l'hypnose. Et de fois en fois, à mesure que vous répéterez cette séance, vous en sentirez davantage les bienfaits et aussi vous rentrerez de plus en plus rapidement et profondément en transe. Alors commençons ce voyage, cette visite de votre inconscient. 5. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, observez déjà les premiers signes de la présence de l'hypnose discret, certes ces signes. Et cela correspond à ce processus d'intériorisation dans lequel vous entrez. C'est par exemple la respiration plus lente, plus régulière. C'est aussi, toutes les sensations sur lesquelles se pose votre attention, celle-ci se trouve renforcée. C'est un peu comme si vous alliez de l'extérieur vers l'intérieur et, chemin faisant, votre réalité intérieure se renforce. D'abord les sensations. Donc si vous prêtez
Attention au contact de l'air, au simple contact de l'air contre votre visage, contre vos mains. Vous le sentirez plus présent, un peu comme une caresse. Et vous observerez la respiration qui se ralentit, devient plus lente et régulière. Et pour lui donner l'occasion d'aller encore plus facilement dans cette direction, prenez 2 inspirations profondes. Le seul effort que je vous demanderai pour laisser ensuite votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant qu'elles se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lourde, plus calme, plus lente. Et lorsque l'attention est posée sur soi, le simple fait de respirer devient profondément satisfaisant. Sentir le voyage de l'air dans les narines, puis dans la trachée, dans les poumons qui se gonflent, se dégonflent tranquillement, lentement. C'est comme des racines de calme. Et d'ailleurs, le corps entier se calme pour entrer de plus en plus en transe, dans une transe douce, calme, sereine. Et c'est très bien comme ça. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décroche. Votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme, mais aussi plus lourde, 4. Et c'est cela, la particularité de l'hypnose. D'autres sensations s'ajoutent toutes seules, fruit d'un travail inconscient plus souterrain et doux, oui, calme et doux. Quelle est lourde cette respiration lente et régulière. Et ses bras et ses jambes qui pèsent davantage, peut-être un peu engourdis, immobiles très certainement, à recevoir tout le calme que vous avez en vous. Alors oui, il semble que le corps s'alourdisse pour laisser à l'esprit la légèreté de la transe, et en même temps, dans cette légèreté de l'esprit qui s'envole, cette légèreté laisse au corps cette lourdeur douce et engourdie de l'hypnose. Un peu comme si le corps déjà commençait à son rythme à s'ensommeiller. Alors le corps est lourd sur ce lit, le lit bien sûr lourd sur le sol, et cette lourdeur du calme qui s'installe de plus en plus à mesure que toujours le sol solidement ancré sur les fondations de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre, et continuant dans ce rêve, la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée en l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle cette sensation merveilleuse que l'on a lorsque l'esprit est capté par une œuvre d'art, une belle image, un film, une peinture, un poster, pourquoi pas. C'est un peu comme si tout disparaissait autour. On oublie le monde. Il pourrait même sembler que l'on entre à l'intérieur de l'œuvre, en tout cas en pensée. Et là où on fait face à une image statique, la pensée, l'inconscient, l'imaginaire, l'imagination, quel que soit le nom qu'on lui donne, apporte à cette image la vie, le mouvement, la grâce, la beauté qui nous touche et
nous emporte dans un ailleurs qui est certainement celui de l'hypnose, dans lequel vous entrez de plus en plus. Alors bien sûr, on peut se demander ce qu'est l'art. Et on a déjà plein de fois essayé d'y répondre, ou en tout cas jusqu'à Hegel, mais il y a un mystère. Il y a quelque chose d'ineffable, il y a quelque chose de supérieur, il y a quelque chose de sensible que l'on cherche. Et s'il est peut-être impossible de définir ce qu'est l'art, tout du moins sait-on dans son cœur ce qu'est l'émotion artistique, lorsque l'esprit captivé par l'image se laisse porter vers des champs inconnus de tranquillité et de paix, là où quelque chose en vous vibre plus fort, vibre avec l'œuvre d'art et vous emporte loin, loin. Alors, ce qu'il y a de conscient ou d'inconscient dans ce processus, ce qu'il doit à l'inconscient donc ou même au préconscient, au conscient, au ça, au surmoi, au moi, que de noms pour décrire ce qui reste finalement en nous toujours mystérieux mais protecteur, source de renouvellement de la curiosité et de paix et de tranquillité à celui qui sait, au travers de l'hypnose, capter l'essence intérieure même de ce que ce noyau en soi dit, de ce que cette citadelle intérieure merveilleuse invite à considérer comme le centre premier d'une paix intérieure que l'on peut développer, renforcer d'hypnose en hypnose. Vous entrez encore un peu plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, ce faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. 1. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe douce et profonde, profondément douce, et vous laissez porter de plus en plus, et le temps et ma voix vous guideront de plus en plus vers l'intérieur, vers cet endroit, ce centre de gravité de l'être, où tout est immobile dans le calme, et pourtant fécond en changement. Alors, dans cette visite intérieure que l'on fait à chaque fois, que l'on ferme les yeux, que l'on rêve, que l'on imagine quelque chose, que l'on rêvasse, que l'on rêve donc profondément dans le sommeil de la nuit ou simplement quand l'esprit s'échappe et se croise sur la lune, c'est peut-être la transe que l'on visite, et c'est certainement d'autres contrées intérieures, d'autres ressources, d'autres merveilles, car il y a un musée à l'intérieur de vous, et ce musée compte bien plus de merveilles que vous ne le croyez, et vous allez pouvoir le ressentir dans cette hypnose qui va encore davantage vous mener vers le calme et vers le sommeil de la nuit. J'allais presque dire, imaginez ceci, mais non, laissez plutôt votre imagination faire naître en vous, vous faire vivre cette expérience merveilleuse qui va se préciser toujours davantage. Imaginez une fin d'après-midi, il est peut-être 17 heures, lorsque vous franchissez les grandes portes de verre de la pyramide du Louvre. De quelle manière votre inconscient va dépeindre la scène, lui donner beauté, sens, lui donner la forme et le contenu symbolique qui en vous créeront un calme plus grand jusqu'au sommeil. Je ne le sais, mais ce que je sais, c'est que à cette fin du jour, la lumière déjà décline doucement et glissant à travers
les parois transparentes du monument. Elles répandent sur le sol une teinte dorée, presque liquide, qui semble danser au motif hypnotique. Bien sûr, pour certains, ce seront d'abord les voix, le murmure des visiteurs qui prendront vie. Pour d'autres, ce sera la sensation de marcher sur le sol, tantôt de parquet, de pierre, peu importe. Chacun aura sa manière de laisser se construire en soi cette expérience merveilleuse, sachant que, ainsi que vous pouvez déjà le ressentir, elle se précise toujours davantage. Dans cette boucle merveilleuse, ce cercle vertueux entre la transe, l'hypnose, qui s'installe davantage et donne plus de vie et de réalité à ce que vous rêvez, et de la même manière, le rêve se précisant invite à entrer, à visiter plus loin les chambres de l'inconscient. Autour de soi, la foule est encore présente, mais un peu comme, je ne sais pas, une mer, un océan. Elle est moins dense, déjà plus acceptable. Elle semble simplement faire partie du tableau et, dans le bruit blanc des conversations, apporter ce petit brouhaha qui invite déjà à rêver, à se laisser porter par ses pas plutôt qu'à les précipiter. Les groupes de touristes déjà s'éclipsent, se dispersent, rejoignant leur car. Les familles, les enfants fatigués terminent leur visite. Et les voix se font plus basses, comme si elles devinaient qu'on se trouve dans un bâtiment sacré, dans un temple, une chapelle, un endroit de recueillement. Et on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression que le musée absorbe ces dernières conversations dans toute son immensité, son élégance, dans toute la puissance du symbole qu'il revêt à travers les pays, partout. Oui, le Louvre reprend possession de ses couloirs, de ses salles, de ses œuvres. Alors sentez de quelle manière le corps au loin, le corps calme, dans le lit déjà se repose, comme absorbé par une sorte de je ne sais quoi soporifique, doux, une ambiance, la douceur d'une voix, le confort d'un lit. Vous pouvez avancer dans les galeries à votre rythme, vous asseoir à chaque fois que vous le souhaitez. Personne ne vous presse, ni le temps, ni les visiteurs. Et votre pas qui résonne sur le dallage, sur les parquets, cet écho, l'écho de votre présence et de ce calme vous invite à entrer plus en transe. Pour une fois, ce n'est pas l'oppression de la foule que vous sentez, mais la fraîcheur des murs, cette impression particulière que l'on a quand on est dans un lieu où l'histoire, l'art et enfin le silence peuvent se rencontrer.
Oui, il faut du recueillement pour ressentir cela. C'est pour cela que la respiration s'apaise. Il faut qu'à l'intérieur du Louvre, on marche plus lentement. Il faut laisser aux espaces et aux œuvres toute leur majesté et se faire agréablement petit et presque absent pour recueillir en soi, dans ce vide merveilleux et nouveau, dans le silence de l'esprit conscient, la beauté ineffable qui s'offre à vos yeux et à vos sens. Et toujours, bien sûr, au détour de cet escalier monumental, on ne peut que lever les yeux comme face à une cathédrale pour regarder la victoire de Samothrace. Impressionnante, drapée de blanc, ailes ouvertes. Elle est le symbole que l'on n'entre pas sans un peu de respect et de silence dans ces lieux. Monumentale, elle l'est. Puissante, présente, elle semble presque vous défier, mais baissez un peu la tête et continuez. Vous ne le regretterez pas, car pour entrer dans des lieux comme cela, il faut savoir se faire humble et accueillir la beauté. Bien sûr, elle ne dit rien. Pourquoi parlerait-elle quand son geste figé dans l'éternité porte une puissance de défi infini, quand une sorte de souffle profond, plus qu'une force tranquille, une puissance qui va, une force qui va, traverse tout son être et vous touche au cœur. Si elle devait, malgré tout, vous murmurer quelque chose, peut-être dirait-il « Avance, avance en silence. Trouve la paix dans ton propre mouvement intérieur. » Après, on se laisse porter. Oui, un peu comme si on dérivait dans un courant. On se laisse happé par la beauté des lieux, par les œuvres. Et puis, c'est un peu comme s'il fallait aller saluer la Joconde. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait, c'est la maîtresse de ces lieux. Alors, on traverse les salles italiennes. Et derrière cette grande vitre apparaît un visage pourtant si connu, si présent. Mona Lisa est là. Et son regard qui vous suit n'est pas inquisiteur. Et son sourire est certes énigmatique, mais il est doux aussi. Et ce ne serait pas lui faire offense que de dire que ce sourire se teinte d'un apaisement contagieux. On reste face à elle, porté par l'immobilité, recevant d'elle, je ne sais pas, une sensation, une émotion, un recueillement. C'est normal que les épaules puissent s'abaisser, la nuque se détendre. C'est parce qu'il est temps de laisser le corps reposer. Et pendant que les minutes s'égrènent un peu hors du temps, le soleil continue de décliner.
et des hautes fenêtres. La lumière rase les corniches, les moulures, étirant votre ombre, celle des quelques visiteurs qui restent, donnant un peu plus de relief encore aux œuvres. Et dans cette lumière qui baisse, le regard se force à se poser davantage sur tout, et c'est très bien. Désir, non pas étrange, mais familier maintenant, celui de ralentir, de se poser. Tout invite au repos. Vous les connaissez, ces banquettes de velours sombre. Oh oui, comme elles semblent tendre leurs bras, vous tendre ces bras, car le corps là-bas dans le lit le sait. Il y a de la fatigue, et la lumière qui a baissé, le temps qui a passé, les émotions qui vous ont traversé, tout cela invite à une douce fatigue. Alors vous vous asseyez, vous laissez votre dos doucement s'appuyer sur le dossier, et là oui, quelque chose se relâche, la respiration s'allonge, vous en oubliez tout jusqu'au bruit, au murmure indistinct des voix, et les yeux qui se ferment un instant juste pour savourer le calme portent encore quelques secondes comme la persistance rétinienne de la beauté autour de vous, et sans même vous en rendre compte, vous pouvez glisser dans une somnolence douce. Et c'est comme si le Louvre vous berçait dans son immensité, hors du temps. Dormir ainsi et rester assis dans le Louvre, laisser le monde, laisser le temps défiler et ne plus y être vraiment. Entendre quelquefois quelques sons peut-être, un pas lointain, une porte qu'on referme, une clé que l'on tourne, peut-être le souffle régulier de la climatisation, et savourer ce calme. La respiration est si régulière, pas d'effort, non. On inspire, on expire, aussi facilement qu'une vague se pose et se retire. Et c'est comme si l'air ici maintenant avait une densité différente, un peu plus grande mais plus sûre et plus douce. Se sentir glisser dans le sommeil, les omoplates comme ça qui glissent contre le dossier. Cette banquette ferme et pourtant terriblement accueillante. Et le tissu qui retient juste ce qu'il faut de chaleur pour vous engourdir, comme les épaules qui s'alourdissent, aussi le front qui se défroisse, comme si un ange avait posé dessus un baiser et vous étiez endormi dans la douceur de ce don. Plus la peine de percevoir les derniers visiteurs qui passent. Leurs silhouettes ne sont même plus des ombres au bord du champ visuel. Elles s'évanouissent, comme si la lumière du jour prenant fin, eux aussi se dissolvaient.
Oh, ces yeux fermés, sans intention particulière, qui déjà dans le sommeil se sont réfugiés. Et le silence doux de tous les instants. Une sorte d'ellipse. Et quand vous rouvrez les paupières, alors que les paupières dans le lit sont bien fermées, que déjà elles rêvent, ou plutôt servent de toile de cinéma pour que vos rêves s'y projettent. La lumière a changé. Le jour a glissé vers le bleu de la nuit. Et c'est une clarté tout artificielle qui reste dans le musée que vous percevez dehors. Mesuré, soulignant les reliefs, les drapés. Et c'est comme si les ombres devenaient plus souples. Vide de ses visiteurs, la salle devant vous paraît plus vaste. Vous vous dites, et la comparaison peut sembler saugrenue, que pour la traverser, ce serait aussi long que de traverser un champ. Mais vous n'avez pas besoin de bouger tout de suite. Vous pouvez vous lever avec lenteur, nonchalamment, et glisser, marcher comme dans un rêve, à la poursuite de votre visite intérieure. Un rêve qu'on ne veut pas brusquer, qu'on ne peut pas brusquer. Remonter l'escalier encore, celui où se tient la victoire de Samothrace, et savoir que cette fois-ci, elle ne parle qu'à vous, et cette fois-ci, elle semble murmurer « Le Louvre t'appartient ». Ah, la revoir dominant l'espace, les ailes déployées, le vêtement strié par le vent sculpté, mais la salle vide. Serait-ce possible que les œuvres d'art ont une âme? Est-ce celle du sculpteur? Dans ce cas, est-ce le symbole de cette victoire qui a pris vie? Est-ce le regard amoureux de ceux qui ont posé leurs yeux sur elle? Je ne sais pas. Mais ne vous semble-t-il pas qu'elle est un peu vivante, qu'elle a sa personnalité, qu'elle mérite d'être préservée, car elle porte en elle quelque chose de précieux, qu'à défaut de nommer, on pourrait appeler une âme. La stabilité d'une forme parfaite, figée dans un éternel mouvement. Vous tenez certainement à distance respectueuse. Et son drapé semble s'incliner vers vous et vous inviter comme une sorte de signe à continuer calmement. De cette pensée, votre corps en fait une réalité. Les muscles continuent à se relâcher, trapèze, nuque, etc. L'inspiration plus lente, l'air qui sort longuement comme une vague retrouvant son rivage. Pas loin,
il y a la Vénus de Milo, sa carnation laiteuse. Comment peut-on avec de la pierre représenter la molle douceur de la chair, la blancheur de la peau, et ses bras qui manquent bien sûr soulignent davantage la beauté de sa forme, sa grâce. Alors oui, c'est une promesse que les artistes, les mécènes et tous ceux qui aiment l'art connaissent depuis l'Antiquité, certainement même bien avant. L'harmonie existe et elle reste même amputée, elle traverse les siècles et elle peut devenir vôtre comme elle le fait là maintenant. Tournez autour de la Vénus de Milo pour regarder son profil, la courbe de sa joue, la douceur de sa nuque. Que pourrait-elle dire, cette déesse? Aime le monde, aime-toi. Ce serait certainement trop compliqué. Peut-être peut-elle simplement dire goûte la beauté partout où elle se trouve. C'est amusant. En voyant la détente de ce corps, on a envie de l'imiter, de se relâcher encore, de trouver en soi, dans son souffle, un tempo plus régulier, bref, de ralentir. Plus loin se tiennent les statues de deux esclaves représentées par Michel-Ange. Le premier semble abandonné à une torpeur noble, le second est figé, fixé dans un dernier sursaut, presque suspendu. Quel est le secret qui fait que, lorsque la vérité se répand dans l'art, quel que soit ce qu'elle représente, elle parvient à adoucir le cœur et l'âme? On ne peut que s'arrêter. Et devant cette tête basculée, sa bouche qui s'entr'ouvre, oui, le corps se détend pour recevoir son dû de beauté et de sens. Ô somnolence qui de plus en plus s'installe en vous. Ce n'est plus tant la fatigue du début que la détente qui vous délivre des chaînes du quotidien, des tensions oubliées, dissipées par la nuit. Les paupières qui pèsent un peu plus, les mains alourdies à vos côtés, et tout cet alourdissement qui s'installe sereinement, comme un manteau un peu plus large posé sur vos épaules. En traversant d'autres salles, vous revient peut-être cette impression que vous avez eue face à la victoire de Samothrace. L'impression d'une sorte de, je ne saurais dire le terme exact, peut-être de complicité avec le lieu. C'est cela lorsque l'on est seul face à un lieu et des œuvres
Un dialogue s'installe et personne n'est là pour l'arrêter. Et ce dialogue se fait dans le secret de l'âme. Cette disposition des œuvres et des salles, si rationnelle le jour voulu par l'architecte, permettant le passage de la foule, à la nuit, quelque chose de protecteur. Et, oserais-je le dire, mais c'est comme si, ce soir, le Louvre vous appartenait. Chaque tableau, chaque statue se détache avec netteté et vous invitait à contempler chaque œuvre une par une en prenant le temps. Un temps infini et c'est très bien. Ô douce cadence, quand avançant au pas, on semble dériver dans le rêve. Chaque pas dans ce couloir si long devient un métronome lent. Chaque pas défait une tension et à chaque pas vous entrez encore un peu plus en transe. À chaque regard, une idée inutile disparaît pour être remplacée par une contemplation douce. Avez-vous commencé à le voir, ce marbre d'un blanc lumineux, psyché ranimée par le baiser de l'amour? Les ailes du Dieu s'incurvent. Le geste est retenu. La lèvre à peine posée, comme le baiser d'une fleur, comme une délivrance, une essence de vie. Le marbre si dur connaît pourtant l'art d'être tendre. Et c'est plus qu'un amour qui est représenté. Et c'est plus que l'amour, le dieu, Cupidon, Eros, qui est représenté. Non, c'est l'amour, le sentiment, le potentiel éternel, la puissance, le symbole, ce que chacun porte en soi, eh bien, comme une pierre que l'on a sculptée, ce symbole réduit à son essence, irradie le sentiment divin comme un sacrement porté sur soi. Quelque chose aussi fait écho à votre torpeur. C'est celui du réveil, suite à un repos, non à son interruption, l'éveil en douceur, par une voix, une main, une bouche amie, quelque chose de doux donc. Et l'idée se dépose en vous, le sentiment paisible de l'amour comme ça, simplement sans raison, si ce n'est sa contemplation qui, comme une poussière blanche et fine, se pose en vous sans rien alourdir, non. Au contraire, tout semble s'alléger. Et le sommeil viendra presque de manière logique. Passage doux sans heurts, d'un état à l'autre. Continuez, glissez presque. Évoluez dans le rêve. Les gardiens ont disparu. Seules demeurent vos perceptions, la respiration si lente,
la marche indolente, les lumières paisibles, la nuit qui enveloppe, les étoiles que l'on imagine au loin. Pourquoi êtes-vous retourné devant la Joconde? Vouliez-vous la voir pour vous tout seul? Ne vous semble-t-elle pas différente là? Elle vous invite à vous asseoir, d'être en tailleur comme ça, même le sol, et simplement à contempler, à laisser votre conscient ou ce qu'il en reste être aspiré par la beauté de son sourire, guidé par la douceur de son regard. Et c'est l'évocation de la possibilité d'une vie élégante, digne, paisible, qui se précise en vous. Et pour cela, il suffit d'être de plus en plus calme et de laisser le sommeil s'installer et apporter avec lui et le repos et les conseils qui demain s'épanouiront en action. Savoir que vous pouvez revenir ici face à elle à chaque instant, que vous pouvez vous approcher d'elle autant que vous le souhaitez, sentir que vous êtes libre. Vous allez où vous voulez, où le rêve vous porte, où votre inconscient vous guide. Jamais autre chose que l'hypnose ne vous rendra aussi libre, si ce n'est lorsque la puissance de vos désirs vrais s'exprimeront dans votre vie. Votre chemin vous amène vers une autre banquette, comme ça, plus à l'écart. Un peu comme si, dans le jardin du Louvre, vous alliez de banc en banc. S'asseoir à nouveau et sentir que tout a changé, le poids du corps est un peu plus lourd, le souffle plus régulier. C'est une paix vraiment sereine que vous ressentez. Rien ne s'agite, ni votre corps, ni votre cœur, ni le monde autour de vous, le monde des œuvres. Elles tiennent à travers le temps, et les yeux se ferment une seconde fois, cette fois pour goûter encore davantage avec tous ses sens l'ambiance du lieu. Non pas cette fois-ci dans une obscurité de sommeil, mais avec un sentiment de délivrance. Lorsque vous vous relevez, vous pouvez choisir l'aile des antiquités, comme si votre âme avait déjà été repue d'images et qu'elle cherchait quelque chose de plus puissant et secret, venant du fin fond du temps, porter ses pas jusqu'à l'Égypte. Le territoire aux formes les plus simples, les plus belles, les plus éternelles. Figures hiératiques, statues de puissance, secrets des dieux, de la vie et de l'après-vie. Les salles sont amples, les vitrines impeccables. Ici, le temps n'est pas une ligne, il n'est pas cette puissance qui détruit, il est
l'éternité rassurante et belle. Comment ne pas avoir le regard attiré par le scribe accroupi? Oui, la sculpture bien connue, l'ocre de sa peau, sa posture attentive, dans une posture parfaite, non pas théâtrale, mais celle d'un homme possédé par sa fonction, par la dignité de sa fonction, par quelque chose de plus grand que lui. Et vous avez vous aussi envie de vous laisser porter par quelque chose de plus grand que vous. C'est comme une invitation à prêter attention, sans crispation, sans effort, à trouver en vous le socle d'une constance, d'une tempérance merveilleuse. Le scribe n'est pas inquiet, il connaît son travail, il connaît les hiéroglyphes, alors il veille naturellement, et chacun de ses gestes ancre dans l'éternité les plus belles pensées des hommes d'un autre temps. Où sont-elles ces pensées excédentaires, souvent inutiles, ces nuages crispés d'inquiétude, comme il semble peu de choses face à la puissante immobilité de la statue? Inspirez lentement, être posé, goûter à la netteté de cette respiration, comme on goûte à la beauté d'une œuvre. Calme, posé toujours, portant éternellement en soi, comme gravé, le souvenir de toutes les beautés d'une vie. À quelques pas de là, le grand sphinx de Tanis semble se reposer. Son granit rose, sourde d'une force incroyable, et sa tête coiffée d'une aimesse garde pour toute éternité quelque chose de précieux, de sacré, un secret que vous cultivez en vous et qui va se développer de plus en plus jusqu'à vous amener dans le sommeil de la nuit, jusqu'à construire en vous le temple de votre calme. Cette immobilité du sphinx, ce n'est pas une rigidité, c'est une stabilité. Et ce poids du corps, dans ce lit, posé, immobile, les muscles détendus des pieds jusqu'à la mâchoire. Oui, c'est cette même force que vous pouvez ressentir dans l'apaisement global et immobile du corps, serein et tranquille. Dernière pensée superflue qui tend discrètement à l'anglaise les derniers recoins de votre esprit conscient. Et si l'Égypte évoque des temps ô combien lointains, il y a plus de temps entre les grandes pyramides et Cléopâtre qu'il n'y a de temps entre Cléopâtre et nous. Il est encore un lieu où la civilisation, la mémoire des hommes
sont encore plus anciennes. Il s'agit des salles mésopotamiennes. Ah, laissez glisser son regard sur les taureaux androcéphales ailés de Khorsabad. Gardiens puissants, imposants, leurs pas silencieux, leur puissance, non pas faite d'orgueil mais de dignité et de sacré. La forme parfaite pour un temps parfait qui crée en vous la charpente intérieure du calme. La détente n'est pas un repli ni une fuite. C'est la colonne vertébrale de votre architecture intérieure. C'est la colonne sur laquelle tout tient. C'est le fil à plomb qui indique le sens d'une vie. C'est le dialogue secret avec sa réalité intérieure. Le code d'Hammurabi. Il se dresse là, quelque part, dans sa solennité basaltique, gravé de signes qui restent mystérieux alors même qu'on peut les traduire. Oui, cette écriture dont les lettres semblent être gravées pour défier le temps. Hammurabi recevant l'emblème de justice. Et on n'a pas besoin d'en connaître la traduction pour savoir que les mots, les phrases qui, devant nous, se dressent, résument l'ordre de la loi, l'évocation de l'harmonie, faite règle. Que seraient les mots qui décriraient votre propre harmonie, les règles auxquelles vous tenez qui, comme la loi, fixeraient les lignes directrices de votre vie, de votre esprit, de votre corps, de votre voyage? Laissez cette idée prospérer en vous d'une manière souterraine et continuez à avancer dans la paix de celui qui visite un lieu sacré. Et si on retournait en Égypte, là du côté des sarcophages et des statues de rois, pour contempler ces visages stylisés qui semblent dénués d'émotion et pourtant tout dans leur histoire et dans leur légende raconte celle de Dieu porté par des émotions bien humaines. C'est elle, la déesse Bastet, tantôt figurée en tant que chat ou femme à tête de chat. Elle vous renvoie à la douceur, cette douceur dont elle était parfois l'emblème. Et partout, partout se posent les yeux, même les plus petits souvenirs de ce temps portent une beauté qui traverse toutes les époques. On pourrait s'arrêter devant chacun et imaginer les mains habiles
qui les ont créés, le temps qu'il a fallu, la concentration méditative pour créer des objets aussi parfaits, et l'espoir parfaitement humain d'atteindre au sacré, d'atteindre au plus loin. Il y a quelque part dans une autre galerie une statue colossale de Pharaon adossée à un mur, les mains sur les genoux, le regard porté droit, tous les signes du pouvoir. À côté, une stèle porte des hiéroglyphes aux angles nets, bords entiers, pas d'effiloche. On voit des oiseaux, des roseaux, des bras tendus, des dieux à forme d'animaux, à tête d'animaux. Et cette impression extraordinaire de savoir que chaque signe dans un hiéroglyphe est à la fois dessin et idée, c'est le symbole porté à son paroxysme. Lorsqu'un symbole porte une part de la vérité de la nature, comme dans la Genèse au moment où Dieu demande à l'homme de nommer les bêtes, la nature, comme si chaque mot devenait ce qu'il décrit, comme si un secret sacré portait une magie de représentation qui va jusqu'à toucher l'âme de celui qui les contemple. Ô scarabée d'Amon-Ré, forme de chat de basse tête, ô Dieu, à tête de chacal ou à tête d'ibis, dans vos mystères, sachez toucher mon cœur. Et c'est comme si l'ignorance et la connaissance se rejoignaient. On comprend mieux ce que l'on connaît déjà un peu et ce que l'on ignore est porteur d'un tel mystère qu'il enchante l'imagination et permet au corps et à l'esprit de s'apaiser davantage dans la douceur de ce lieu. Alors maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer votre visite. Les noces de Cana de Véronèse vous attendent quelque part. Dans leur majesté, elles évoquent le miracle, l'eau transformée en vin, le radeau de la Méduse dont la peinture se ternit toujours plus à cause du goudron qu'elle contient, porte en elle doublement ce symbole de l'espoir que rien ne peut briser. Et il y a là-bas quelque part la liberté guidant le peuple. Et si elle existe dans la peinture de Delacroix, il y a aussi cette liberté intérieure qui vous guide et qui a la forme et les idéaux qui vous sont propres. Il y a aussi le sacre de Napoléon par David. Il y a dans cela le souvenir de l'histoire. Et puis la dentelière de Vermeer, plus que la grâce, la douceur incarnée. Si un Dieu se cache dans cette œuvre, c'est certainement un Dieu là, un Dieu du foyer. Et toutes ces toiles de Rubens,
dans l'opulence des chairs. Et toutes ces merveilles d'architecture, les chevaux de Marly dans la cour Marly, la cour Puget, la galerie d'Apollon, trouver quelque part l'autoportrait de Rembrandt. Finalement, trouver dans ce pinacle de l'espoir, du talent et des idéaux humains la boussole fiable qui vous mènera jusqu'à la paix intérieure et jusqu'au sommeil. Alors, c'est ainsi pendant que votre visite continue dans l'hypnose ou déjà dans le sommeil de la nuit que ma voix s'éteint pour laisser champ à la liberté du rêve.